Merci de nous rejoindre dans ce magazine, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Nous sommes là pour décortiquer l'actualité de la semaine qui reste notamment dominée par l'inhumation de victimes de Matadi Kibala. Nous allons également parler de ce coup d'État raté et voilà pourquoi nous avons sur ces plateaux Moïse Monidela. Il est président du CONADE qui est un parti politique conservateur de la nature et démocrate. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame. Madame, monsieur, je rappelle également que notre invité est secrétaire général adjoint de la plateforme électorale Ensemble pour le changement. Comment se porte votre parti? Le parti se porte bien au rythme du pays. Nous venons d'une situation de Covid où on ne pouvait pas... Certaines personnes estiment que vous avez disparu. Non, je ne suis pas disparu, je suis là, la preuve, je suis là, j'écris, j'ai fait beaucoup de tribunes. Beaucoup de tribunes. Moi, j'ai la pensée, j'élabore une pensée, je structure ma pensée politique, je publie. Et ça, ce n'est pas exercice facile pour tout le politique. J'écris avec mes doigts, je publie, je parle, vous m'invitez, je suis là, je fais des réunions. Nous savons, n'oubliez pas que pour les téléspectateurs, ils doivent savoir que mon parti, c'est un parti thématique. Il y a un thème qui me préoccupe, qui nous préoccupe, un thème de prédilection, la conservation de la nature. Et sur ce plan-là, nous sommes présents dans des forums, à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc nous sommes présents... Voilà pourquoi vous revenez de Kindu. Oui, je viens de Kindu, non seulement Kindu. Kindu, Kisangani, Goma, Bukavu, tout ça. À l'intérieur du pays, de la RDC. Et donc je crois que... Et non seulement ça, à l'extérieur aussi. Il y a des colloques qui se font et notre voix est là. Et chaque fois, on élabore, on propose... Parce que le Congo, c'est un pays à vocation, je dirais, écologique. Le Congo, c'est les ventilateurs, c'est les congélateurs, c'est les climatiseurs du monde. Grâce à nous, le monde respire. Le monde a de l'air, le monde a l'eau. C'est grâce au Congo. Et donc, au Congo... Le deuxième poumon. Le deuxième poumon, après la faune de l'Amazonie. Voilà. Donc, nous avons... Et là, il faut qu'il y ait un parti écologique, un grand parti écologique. Et c'est ce que nous sommes tentés de nous atteler pour que nous soyons présents. Nous sommes présents au nom du Congo. Parce qu'aujourd'hui, qui parle de la forêt du Congo? C'est beaucoup plus d'autres pays comme le Congo-Brazzaville. Je suis un peu jaloux lorsque je vois ça, alors que mon pays a une vocation écologique, planétaire. Donc les thèmes que nous abordons, nous, c'est des thèmes planétaires. Le réchauffement climatique, c'est pas seulement un problème du Congo. Mais par contre, en contrepartie, ce que nous donnons au monde, on ne bénéficie pas. Nous méritons, c'est que lorsqu'on dit à nos mamans de ne pas couper le bois de chauffe, mais en contrepartie, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'on leur propose? Aujourd'hui, le monde fait face au réchauffement climatique et la solution se trouve en République démocratique du Congo. Exact. Comment trouvez-vous les actions de la RDC en ce qui concerne la lutte? Timide. Ce n'est pas à la hauteur de ces géants. Ces géants climatiques. Regorge la RDC. Oui, Solution pour le monde. oui. Et puis, même parfois, on pleurniche. On n'a même pas un budget plus de 2 milliards. Mais avec nos tourbières, avec tout ce qu'on fait, on donne pour le monde, les Congos paient, rien que dans ces secteurs-là, on peut avoir 50 milliards de dollars. C'est pas moi qui l'ai dit. Et je crois que dans une émission élaborée, je vais vous donner des indications précises là-dessus. Mais notez tout simplement, je me dis que les téléspectateurs notent que ces secteurs-là, que le CONADE, en tant que parti écologique, c'est un secteur qui peut regorger, qui peut aider non seulement les Congos, le monde entier. Voilà pourquoi, au lieu de faire la politique politicienne, au lieu de la politique populaire, populiste, mais nous faisons la politique climatique et là on n'a pas parfois besoin de crier. Et que faut-il aujourd'hui à la RDC pour relever le défi? La volonté politique. Là où il y a la volonté, il y a un chemin. Moïse Monidela, la première fois que nous vous avons vu, c'était sous la casquette de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Le parti au pouvoir aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé pour claquer la porte de ce parti? Moïse Monidela est cofondateur de l'UDPS parce que j'adhère dans l'UDPS au lendemain de sa création, 82, 15 février, mais j'adhère déjà en 83. Au début, je suis déjà membre de l'UDPS. Mes amis, mes collègues qui sont encore vivants, ils sont là. Gilbert Kakonde, l'ancien ministre, vice-premier ministre, il y a Omer Kamba, il y a Moulaja, ils sont là. Et nous étions jeunes, à peine 19 ans révolus.
Mais on a grandi, on a évolué. Il s'est agi à un moment où il fallait défenestrer Mobutu, il fallait débloquer les blocages. Mobutu constituait le blocage pour notre pays, il fallait débloquer ces blocages-là par d'autres voies, par d'autres méthodes de lutte que la lutte pacifique. Il fallait à un moment prendre le langage des armes, il fallait utiliser ces langages-là. C'est ainsi que nous avons proposé au siège du parti, au directoire. Les directoires n'étaient pas favorables à cette méthode et nous avons levé l'option de faire la lutte armée. Et là, ça m'a amené au contrairement à la volonté du parti. Oui, ça m'a amené au RCDN, où j'étais secrétaire général avec mon ami Lumbala. Et aujourd'hui, nous avons la démocratie. C'est l'effort. Et ceux qui ont pris les armes, et ceux qui n'ont pas pris les armes, c'est l'histoire de notre pays. On ne peut pas éluder l'histoire de notre pays. C'est un témoin vivant. Oui, et voilà pourquoi. Mais sur le plan idéologique, politique, je suis de l'UDPS, personne ne m'a levé. Vous voyez, l'UDPS, moi j'ai adhéré, j'aime bien Kalongolo, ce qu'il dit, il y a des gens qui ont fait Zaïko, il y a des gens qui Zaïko les a créés, les a appropriés. Mais nous avons fait l'UDPS. Parce qu'à l'époque, l'UDPS n'était pas, on disait, tu sais qu'est dit, on disait qu'il était un grand fou. Et nous étions des petits fous qui suivaient un grand fou comme Tshisekedi. Pour dire qu'on ne pouvait même pas s'imaginer que les gens pouvaient adhérer à un autre parti politique. C'est au moment où moi j'ai adhéré dans l'UDPS. Et ça, il faut le faire, madame. Donc, voilà, je suis UDPS, mais j'ai évolué, mais ma grande famille reste, c'est comme un enfant qui grandit, mais il y a la maison de ses parents. Et l'UDPS, la maison de mon parent, de mon père, Tshisekedi Wamulumba, c'est celui qui m'a mis le pied à l'étrier, et je ne peux pas, moi je ne peux pas quitter l'UDPS. Ceux qui peuvent quitter l'UDPS, ceux qui ont adhéré dans l'UDPS. Mais nous avons co-créé l'UDPS après les 13 parlementaires. Donc, je reste l'UDPS, mais il y a des approches pour la prise du pouvoir, pour faire évoluer la démocratie. C'est ce qui m'a amené à un moment de mes cas. Aujourd'hui, j'ai mon parti, un parti thématique, CONADE. Et vous êtes ensemble aussi? Ensemble avec Moïse Katumbi, parce que n'oublions pas que Moïse Katumbi a pris les flambeaux de Tshisekedi pour la démocratisation de ces pays. Il y a un moment que les choses étaient bloquées. Il a failli des gens comme Moïse. C'est vrai, Moïse Katumbi est venu nous rejoindre, mais son apport est considérable et Tshisekedi lui-même a relevé cela. UDPS aujourd'hui au pouvoir, est-ce que la gestion est dans la vision de votre parti? Oh, il y a à boire et à manger, madame. Sur le plan social, je dirais non. Et d'ailleurs, le président de la République, moi j'aime bien son franc-parler. Il a un franc-parler déroutant. Il a dit que le pays est mort de sa belle mort, il n'y a rien. Et il est là depuis 3 ans, il y a aussi toujours rien dans le panier, pas le panier de la ménagère, mais les sachets. Certains observateurs soutiennent que le mal était profond. En 3 ans, Tshisekedi ne pouvait rien faire. Non, mais que lorsqu'on arrive au pouvoir, on ne pleurniche pas. C'est parce qu'on savait que la situation est difficile, qu'il faut qu'il y ait des gens d'un certain gabarit, d'un certain niveau politique, comme lui. C'est pas pour rien qu'il s'est présenté, c'est pour résoudre le problème. La politique n'a de sens si on œuvre pour l'intérêt, si on résout les problèmes du peuple. Le peuple d'abord. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le peuple d'abord? Non. Par rapport à ce qui est. Donc lui-même l'a reconnu, il ne faut pas chercher quelqu'un, donc ne comptez pas sur moi pour dire le contraire. Le pays va mal sur le plan social, la situation est plus que difficile, et même sur le plan politique. Regarde, ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, qui sont-ils? C'est des kabylistes patentés. Et la politique est dynamique. Les mouboutistes patentés qui sont en première ligne au Sénat, à l'Assemblée nationale, et même les porte-parole de l'Union sacrée. C'est quelqu'un qui disait hier que Félix ne représentait rien, il n'avait aucun poids, il n'avait aucune référence si ce n'est que le réseau de son père. Aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui sont en première ligne. Et les enfants, madame, s'il vous plaît, les enfants de l'UDPS, je vais vous répondre par rapport à ces slogans-là, ces refrains-là, la politique. Kabila, quand il est venu au pouvoir, il n'était pas avec toutes ces personnes. L'UDPS a des cadres, des hauts cas de cadres expérimentés. L'UDPS, pour moi, c'est une grande académie politique, une grande université. À l'époque, pour la petite histoire, une anecdote, je vais aller très vite. On disait, est-ce que Félix sera capable de diriger le pays? Moi, je disais oui. Pourquoi? Je disais qu'il était dans une grande académie politique, parce que l'UDPS, c'était une grande formation, personne ne me dira le contraire. Donc, l'UDPS a des cadres valables aujourd'hui. Où sont ces cadres-là? Et même les hauts représentants, j'ai vu des gens qu'on nommait hauts représentants, je ne sais pas quoi, des gens qui faisaient toute leur vie politique, c'est pour détruire l'UDPS et son initiative. Dans un contexte de coalition, vous pensez que c'est facile? Je vais répondre à votre question, parce que vous tenez à ce que je puisse me prononcer. La politique est dynamique, ça veut dire quoi? Mais ces gens-là, en première ligne,
Oui, ils peuvent être là, mais pas en première ligne, madame. Quelle leçon on va donner à nos enfants, aux enfants de nos enfants? Ça veut dire qu'on peut dire les choses le matin et c'est contredire le soir. Donc la politique, c'est les mensonges. Et ces gens, les gens n'auront plus le courage de militer. Je dis militer ou pas, c'est parfois ceux qui n'ont pas milité pour la bonne cause qui sont bénéficiaires. Et alors ceux qui ont lutté, ils sont maintenant au pourtour. Et ça, c'est anormal. Donc l'UDPS a des cadres. Et sur je suis en train de répondre à votre question. Sur le plan social, il n'y a pas grand-chose. Donc le panier de la ménagère est troué, et même troué. C'est même, moi, ne me poussez pas à regretter Kabila. Moi, je ne peux pas regretter Kabila. Aujourd'hui, vous êtes journaliste outillé. Les gens, qu'est-ce que la clameur publique? Il y a des gens qui disent aujourd'hui, mais vaut mieux l'époque de Kabila. Mais ce n'est pas mon cas. Kabila, c'est un criminel, quelqu'un qui a fait des choses abominables. Preuve, j'ai porté plainte contre Kabila. Et en 2017, et où en êtes-vous aujourd'hui avec cette plainte avant que nous prenions le dossier? La plainte sera là. C'est des choses imprescriptibles. Je ne suis pas juriste, je suis politicologue, mais tout le monde sait que crime contre l'humanité, c'est imprescriptible. J'ai porté plainte contre Kabila, Amissi Tangofor, parce que c'est le général qui il était là. Il tirait. Vous avez arrêté en 2016? En 2016, il tirait, et ces jours-là, il y a eu 9 personnes de l'IDPS calcinées. Vous avez vu ça? Mais j'étais là. Je vous dis que je suis témoin oculaire et auriculaire. Même si on me tue aujourd'hui, j'ai déjà envoyé partout. Et cette plainte, la plainte existe. La question est que un jour, tôt ou tard, on va instruire cette plainte. C'est imprescriptible. C'est crime contre l'humanité. Je suis témoin oculaire. À moins que je meure, tant que je serai vivant. C'est pour vous dire que moi, je ne regrette pas Kabila, mais je regrette quand on voit les kabylistes patentés, les mobutistes qui ont commis des crimes politiques et économiques. Aujourd'hui, ce sont eux qui sont en première ligne. Et on oublie les enfants de la maison, les enfants de l'UDPS, les cadres de l'UDPS. Il y en a, madame. Moi, je suis UDPS authentique. J'ai commencé ici. Mais ils sont aux commandes, non? Vous pensez que c'est tout le monde qui va gérer? Non, il y a nous connaissons. Quand je dis, madame, vous avez la chance d'avoir ici un UDPS authentique. Mes amis, aujourd'hui, c'est Gilbert Kakondé, c'est Omer Kamba, il y a des gens, ils sont là, Moulaja, ils sont là. À l'époque, on avait à peine 19 ans révolus, 20 et tout ça. Nous sommes aujourd'hui vieux. Donc ces gens sont là, ils peuvent témoigner. Les 13 parlementaires sont là. Ils peuvent témoigner. Donc l'IDPS a des cadres. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, ce n'est pas l'IDPS. La question, je suis en train de répondre à la question. Politiquement, ce n'est pas ça. Mais il y a une certaine volonté qu'on a remarqué de mieux faire. Ça, il y a une certaine volonté. Le droit de l'homme, on parle l'état des droits. Il y a une certaine volonté, mais qui ne se matérialise pas, qui ne se concrétise pas. Merci beaucoup, Moïse Mounidela. Madame, Messieurs, prenons ce premier dossier de votre magazine. Les Quinoises et Quinois, ainsi que les familles et connaissances étaient présents au terrain Vélodrome ce vendredi pour pleurer et rendre hommage aux personnes ayant péri le 2 février au marché pirate de Matadi-Kibala dans la commune de Mongafula. Une semaine après ces drames, les 25 victimes ont été déposées dans leur dernière demeure au cimetière de Mingadi 2. Le gouvernement congolais a pris en charge tous les frais de ces funérailles, mais également l'hôtel de ville de Kinshasa a remis mercredi dernier une enveloppe de 5 000 $ américains à chaque famille des 25 victimes pour les assister dans ces moments douloureux. Pour rappel, ces personnes, pour la plupart des vendeuses du marché Matadi-Kibala, sont mortes électrocutées à la suite de la coupure d'un câble électrique à haute tension de la Société nationale d'électricité. Signalons aussi la présence dans ces funérailles du Premier ministre Sama Lukonde, du gouverneur de la ville Jean Ngobila et du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godé Poi. À l'aube du mercredi 2 février 2022, notre ville de Kinshasa, la capitale, a été profondément meurtrie par un drame qui a emporté 25 vies de Quinoises et Quinois. Ce cauchemar, qui est un accident, une situation imprévisible, nous rappelle que la vie est à la fois précieuse et fragile. Il est donc important pour chacun d'entre nous de prendre un moment de réflexion. Cela devrait nous interpeller pour que plus jamais il ne se reproduise. Je dirais avec Jean d'Ormesson
il y a quelque chose de plus fort que la mort. C'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Vous serez toujours présents dans nos cœurs. Maman Esther Jibuna Mbungu, Maman Pélagie Ligwagba, Maman Béatrice Kapalai, Maman Bibi Makese Luzolo, Maman Caroline Ngina Mao. Les victimes de Matadi Kibala ont été enterrées la semaine. Quelle est votre analyse de ce qui s'est passé dans ce marché pirate? En tant que croyant, je ne peux que... Tout d'abord, je m'incline sur la mémoire de ces disparus-là. 25 personnes. C'est quand même triste. On doit s'arrêter un moment. Le comble dans notre pays, on banalise la banalisation. On banalise les morts. À Nitour et on tue. On égorge même. En direct, et nous voyons, mais ça ne met personne. Mais ça nous émet, mais pas à la hauteur des crimes. Là, il faut s'arrêter un moment et s'incliner. C'est ce que je viens. Nous devons nous incliner. Mais il y a des responsabilités en tant que croyants. Il y a la part de Dieu. Mais il y a la part des hommes. Et quelle est la part des hommes? Les hommes ont failli. Les hommes ont failli. Il y a un gouvernement qui ordonne, qui dirige. Il y a un gouvernement. Et le Matadi Kibala, ce n'est pas... aujourd'hui qu'on parle de ces marchés de Matadi Kibala. Moi, je suis quinois d'adoption. Je ne suis pas né à Kinshasa, mais j'ai fait toute ma vie, une partie de ma vie ici. Et j'étudie à l'école secondaire. Je connais Matadi Kibala. Même celui qui arrive aujourd'hui, il connaît qu'il y a un marché qui s'appelle Matadi Kibala. Mais c'est un marché que je dirais qui est à côté de la grande route qui mène vers le Bas-Congo. Et cette route où passe beaucoup d'engins, et chaque fois il y a des morts déjà, en dehors de ce qu'on déplore aujourd'hui. Hier déjà, avant-hier, il y a toujours des morts. Il y avait même une décision pour délocaliser. Et c'est pour ça que je dis, il y a la responsabilité de l'État. L'État doit s'assumer. L'État peut dire, bon, le gouvernement peut dire, je ne suis pas coupable, d'accord. Le PDG de la SNEL peut dire, je ne suis pas coupable, d'accord. Tel ministre de l'Intérieur peut dire, je ne suis pas coupable, mais ils sont responsables. Ils ne sont pas coupables, peut-être c'est la justice qui peut identifier les responsabilités pénales, oui, mais sur le plan moral, sur le plan humain, comment est-ce que les personnes devraient être sanctionnées? Bien entendu, madame. C'est pour ça que je parle de responsabilité pénale. Il y a mort d'homme. Et en tout cas, il doit y avoir des gens, j'aimerais bien voir des gens à la barre, en train de s'expliquer. Et c'est pédagogique, parce que la justice n'a pas seulement un aspect, je dirais, répressif. Il y a aussi un aspect pédagogique. C'est comme quand, lorsque j'ai porté plainte. Il y a des gens qui m'ont dit, vous portez plainte contre Kabila. Kabila vivant, Kabila président de la République. Hein. Vous portez plainte contre Kabila. Est-ce que vous croyez? Me dit oui, pour que la France arrive là où elle est aujourd'hui. Il y a eu des gens qui ont osé. Et ça a une valeur pédagogique. Les gens verront que non, on ne peut pas faire ça. Pas parce qu'on est président de la République qu'on peut calciner des gens. Moi, j'ai vu des gens qu'on tuait à bout portant. J'ai dit, je vis. Qu'on me prouve le contraire. C'est pas seulement Matadi Kibala, c'est certains Congolais, d'ailleurs c'est ce qui sévit dans certains coins de la capitale congolaise. La situation persiste dans certains coins. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'État congolais doit faire pour que nous ne puissions plus assister à des incidents malheureux du genre? Là, je vais bien même paraphraser Monseigneur le cardinal Mosengo et cardinal Ambongo, Mosengo paix à son âme, qui disait que l'État doit nous éviter. Il y a des choses que l'État doit nous éviter. Il y a des drames, des crimes, des drames que l'État peut nous éviter. Ça, voilà, ça, on pouvait éviter ça. Je viens de dire, il y a la réglementation, qu'on applique les lois qui existent. On ne peut pas ériger un marché à côté de la rue. On ne peut pas construire... Le marché a été fermé après cet incident. Oui, il faut que non seulement fermer, le plus vite possible, parce que je suis porte-parole du peuple. Je vois ces mamans-là qui vendent là. Je connais bien ces marchés-là. J'arpente souvent ces marchés-là. J'aime bien manger les bio. Et c'est là-bas où parfois je m'approvisionne. Donc, il faut qu'on délocalise là-bas. Non seulement ça, il y a d'autres marchés qui existent et qui peuvent aussi entraîner des morts comme ça. Et même des maisons qui sont construites en dessous des câbles de haute tension. Et il y a la réglementation. Oui, et la réponse, vous me demandez qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut appliquer la loi.
il faut prévoir, vaut mieux prévenir que guérir. La médecine moderne aujourd'hui, on parle de la prévention. Et l'État aussi a un rôle de prévenir. L'État doit avoir une planification des choses, anticiper des choses. C'est ça l'État. C'est pour ça que je parle de la responsabilité. Il y a une responsabilité anticiper les choses, c'est que nous vivons en RDC. Mais c'est dommage. C'est dommage. Et puis dans tout ça, j'ai oublié un élément important. Lesquels? Les changements de mentalité. Quand je dis la responsabilité, elle est partagée, il y a aussi des gens, quand on dit il ne faut pas faire ça. Faut pas, on a une coordination de changement de mentalité. Bon, mais ça c'est du pipeau, c'est de paillettes, c'est la poudre aux yeux. Vous n'êtes pas convaincu par le travail que c'est de coordination? C'est la poudre de perle pimpin. La meilleure façon de changer de mentalité, c'est dans les familles. Il faut œuvrer là. Il faut donner aux parents la possibilité de bien éduquer leurs enfants. La grande usine, avant de construire les Congos, construisons tout d'abord la mentalité. Construisons les têtes des Congolais. C'est là où il faut œuvrer. Et la grande usine pour la fabrication de l'homme, c'est la famille, qui est la cellule mère. Et il faut donner aux parents la possibilité de bien éduquer leurs enfants. Mais ce qu'on fait, c'est comme si on commençait à construire la maison en mettant la charpente. Il faut commencer par la base, la fondation, c'est la famille. Madame, Messieurs, prenons à présent le deuxième dossier de votre magazine. Ce premier lot est constitué de 30 camions balayeurs électriques, 10 gros camions bacs pour évacuation des immondices, 10 compacteurs et 10 camions bennes. Présent à cette cérémonie des réceptions des engins, le ministre national des Finances, Nicolas Kazadi, et le ministre d'État en charge du budget, Aimé Bougie, ont félicité et encouragé le gouverneur de la ville pour cette acquisition, preuve selon eux d'une gestion orthodoxe des fonds. Sachant que l'appui du gouvernement central à la ville de Kinshasa aide à la prise en charge des ONG d'assainissement, à la sensibilisation de la population par la coordination Kinshasa-Bopeto, à la redynamisation de la régie d'assainissement de Kinshasa, ainsi qu'au fonctionnement et renforcement des actions de terrain de l'unité spéciale de protection de l'environnement. De son côté, la commissaire générale en charge de l'environnement de Kinshasa, Laetitia Bena, a au nom de l'autorité urbaine remercié le président de la République qui a bien voulu, au travers cet appui, permettre à la ville de Kinshasa de redorer son image pour une ville attractive, rayonnante, où il fait beau vivre. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, comme vous le savez, ne ménage aucun effort pour que la vision de son Excellence le Président de la République, chef de l'État, que nous remercions vivement, qui a voulu, au travers cet appui, faire bénéficier la ville de Kinshasa afin qu'elle soit effectivement cette mégapole attractive, rayonnante et résiliente, là où il fait bon vivre. Et donc le leitmotiv, le peuple d'abord, est l'original de la copie conforme de Kinshasa-Bopeto. Donc nous calquons la vision Kinshasa-Bopeto sur le leitmotiv du chef de l'État et nous nous devons de pouvoir la faire respecter, la rendre effective sur l'étendue de la ville. Il s'y est dénoté que cette première acquisition d'engins d'assainissement balise la voie à la matérialisation d'ici peu du partenariat récemment conclu entre la ville de Kinshasa et une filiale turque, le groupe Al-Baraïk, pour l'assainissement des 7 communes que compte le district de Funa. Octroyer aux Congolais des permis de conduire à la fois national et international, voilà ce qui justifie ce jour la cérémonie des signatures du nouveau contrat de production des permis de conduire biométriques sécurisés avec puce. Un partenariat public-privé signé entre le gouvernement congolais et la société Autojuste. Marc Djabour, directeur général de cette société, explique. Le permis de conduire qui sera délivré et mis à la disposition des conducteurs contient 22 aspects de sécurité, visibles et invisibles, qui le rendent infalsifiable et réfractaire au clonage. Juste après, s'en est suivi la remise de la maquette du permis de conduire à la VPM de l'environnement et développement durable, représentante personnelle du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Dans son allocution, le ministre des Transports, Voies de communication et des désenclavements a signifié que ce contrat vise à doter les Congolais d'un document répondant aux normes internationales. Ce, avant de revenir sur les 3 composantes que comprend ce partenariat public-privé. Le contrat qui vient d'être signé comprend 3 composantes. La première concerne la production de 5 millions de permis de conduire biométriques sécurisés avec puce. La deuxième porte sur la fourniture et l'installation
des équipements pour la production de ces documents. Quant à la troisième, elle est axée sur la construction en matériaux durables et l'entretien de 20 bâtiments devant abriter les centres de délivrance des permis de conduire à travers le pays. La société Autojuste financera toutes ces activités pour un montant équivalent en francs congolais de 85 957 585 $ américains, toutes taxes comprises sur une période de 10 ans. C'est par une photo des familles que s'est clôturée cette cérémonie dans une ambiance bon enfant. Moïse Monidela, vous avez suivi, la RDC est en voie de doter sa population des permis de conduire. Enfin, après plusieurs années, quelle est votre réaction? La réaction ne peut être que positive, madame. Il était temps qu'on puisse doter aux conducteurs congolais d'une identité, d'un passeport. C'est une identité, c'est un passeport, parce que le permis de conduire, quand lorsque vous allez à une banque, on vous dit, donne... Est-ce que vous avez une carte d'identité? C'est pas la carte, le passeport, pas la carte le passeport, le permis de conduire. C'est une identité par excellence d'une personne, mais qui lui donne l'autorisation de conduire. Parce que la voiture, c'est un engin qui peut entraîner la mort. Il y a des normes et il y a des catégories. Donc, il fallait réglementer ces secteurs-là. C'est très important. La circulation de biens et de personnes, c'est même le b.a.-ba pour un gouvernement. Donc, je salue. Mais... chapeau au gouvernement et plus particulièrement au ministre du Transport. Parce qu'il y a votre membre de la plateforme. Ce n'est pas ça, madame, c'est trop réducteur. C'est trop réducteur. Si c'était un autre ministre, de n'importe moi, ça c'est la République. Et la République compte avant des appartenances. Donc, parce que pourquoi je dis ça? Il y a eu plusieurs ministres qui se sont succédés. Et qui ont parlé de ces dossiers. Qui ont parlé de ça, mais on n'a jamais fait ça. Avant même les élections de 2018. Et ben pour l'instant, j'ai dit chapeau. Mais est-ce que ça va se réaliser, ça va se concrétiser? C'est la question que plusieurs se posent. Voilà, parce qu'on a envie de choses comme ça. Parce que c'est un dossier complexe, je sais pourquoi. C'est un dossier complexe, il y a beaucoup de tiraillements et il y aura beaucoup de... S'il n'y en a pas encore, il peut y avoir beaucoup de tiraillements. Mais c'est permis de conduire là, ce sont deux moyens qui échappent à l'État congolais. Mais finalement, pourquoi ça bloque? Qu'est-ce qui se passe? Oui, ce qui bloque, je peux me répéter, c'est la volonté politique. Là où il y a la volonté, il y a un chemin. Mais ce qui bloque, c'est l'appât du gain. C'est le rétro-commission. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Encore une fois, le président de la République... devenu monnaie courante aujourd'hui. Oui, le président a dit qu'aujourd'hui, c'est le rétro-commission. Quand il n'y a pas de rétro-commission, on dit on ne signe pas. Mais là, on voit qu'il y a un ministre qui a signé. Et mais, Dieu merci. Mais après, est-ce qu'il n'y aura pas des tiraillements? Il n'y aura pas des choses... Voilà pourquoi, pour l'instant, saluons, savourons cette signature qui va nous amener bientôt à l'acquisition, à l'octroi de permis de conduire fiables. Fiables et quantifiables, parce que on a des permis de conduire qu'on publie. Ce sera international? Oui, le permis de conduire international. Bon, si c'est international, tant mieux. Il y a quand même des normes. Il y a quand même des normes pour qu'on puisse accepter nos permis à l'extérieur. En tout cas, il y aura des gens qui auront un regard. C'est pas des gens qui ne savent pas conduire au lendemain. Il a même un permis de conduire avant de s'acheter sa première voiture. Donc, déjà, ici au Congo, même lorsqu'on regarde les conducteurs dans les rues, le respect du code de la route pose d'abord problème. Est-ce que vous pensez que c'est bien réfléchi de faire un permis de conduire international? Je crois que vous venez de pingler un problème sérieux. C'est le problème de la formation des chauffeurs. Parce que le permis... On peut conduire même après 3 jours. Oui, le permis, c'est un sésame qui donne l'autorisation à la personne de prendre la voiture. Et pour prendre la voiture, pour conduire, il faut faire une formation. Il faut une formation. C'est à l'issue de la formation qu'on peut conduire. Donc, c'est un processus. Et il ne faudra pas seulement qu'on soit là, qu'il existe pour délivrer le permis. Il faudra que le ministre... puisse, les ministères de transport, et ça, pas seulement les transports. Il y a d'autres ministres qui entrent dans ces dossiers-là. Les ministères de l'Intérieur, parce que la circulation, c'est réglementé par, vous savez bien, par nos policiers, nos vaillants roulages. Et parfois, c'est eux qui causent encore de problèmes. Donc, c'est toute une chaîne pour arriver à la production de permis. Donc, la formation. Et quel chauffeur? Il y a aussi l'état physique.
C'est pas quelqu'un qui n'est pas, qui ne voit pas très bien, qui n'est pas valide, ne peut pas conduire. Tout ça, c'est un problème. Donc, ce n'est pas seulement le ministre des Transports. Mais pour l'instant, parce que la question est de savoir, est-ce que c'est bien, est-ce qu'on peut saluer ça, je vous dis, je salue ça, madame, et je félicite le ministre, je le félicite les gouvernements, parce que ce dossier-là n'a que beaucoup traîné. Parlons à présent de l'inspection générale des finances. Comment vous trouvez aujourd'hui le travail que fait l'IGF? L'IGF, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il est aujourd'hui une star, mais c'est bien. Oui, l'IGF, pour ne pas parler de l'inspecteur Alinguetti, pour ne pas le citer, c'est devenu une star. Chaque jour, on parle de l'IGF et les gens tremblent dans leurs culottes, dans leurs pantalons, dans leurs jupes. Lorsqu'on parle de l'IGF, mais j'ai dit, mais ma crainte est que ça risque d'être, on passe de l'instrumentalisation de la justice à la théâtralisation. Donc c'est cet instrument-là de la théâtralisation. Et pourquoi vous parlez de la théâtralisation? Parce que hier, on a instrumentalisé la justice. Aujourd'hui, l'IGF, c'est pas la justice, mais c'est quelqu'un qui, lorsqu'il fait ses rapports, c'est à la justice de condamner. De faire son travail. Donc ça va. Je crois que je l'avais suivi, il y a une sanction positive ou négative. Lui, il ne peut que, lui n'arrête pas, c'est que je sache, peut-être que je me trompe. N'arrête pas. Voilà. Mais lui, il fait un rapport. C'est la justice. Mais quand on arrive là-bas, c'est la théâtralisation. Parce qu'on arrête quelqu'un le matin, et les soirs, on sait qu'il sera libéré. Et lorsqu'il est libéré, on ne sait même pas. Mais lorsque la personne n'est pas coupable, n'est pas impliquée, Madame, la justice... Alors pourquoi faire ce travail-là? Il risque de se décourager. Je sais de quoi je parle. Parce qu'il fait parfois un bon travail. Je ne dis pas qu'il est saint de ça. Mais on sent qu'il y a une volonté de bien faire. Aujourd'hui, les gens tremblent quand ils apprennent. Mais hier, ce n'était pas le cas. Mais il fait un travail et puis c'est dans les tiroirs. Et quand on arrête quelqu'un, c'est juste même pour se moquer de la justice. Pour se moquer de lui, IGF, dit bon, on l'arrête le matin, et le soir, il est libéré. Et quand il y a des charges, de fortes charges qui pèsent, et même s'il est condamné, il ne restitue pas. Parce que c'est ça aussi, on arrête quelqu'un, mais il doit payer. Et puis ça a une valeur pédagogique pour que demain, quelqu'un d'autre ne puisse pas le faire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, il risque d'y avoir un découragement, et on dira que c'est la théâtralisation des choses. L'IGF, c'est une pièce théâtrale. Vous attendez, mais même dans la rue, on dit ben, théâtre de chez nous. Au Congo, tout est théâtral. Non, mais c'est parce que les politiciens se mêlent un peu trop de ça et instrumentalisent la population, c'est pas ça? Ah ben, c'est ça ma crainte. C'est pour ça que je dis, moi, je n'applaudis pas comme un petit enfant qui, parce qu'on lui a donné un bonbon, il applaudit. Non, moi j'attends. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Tout mandataire qui fait preuve de mégestion et que le détournement est avéré et certifié par les inspecteurs des finances doit être déféré devant la justice. C'est ce que rapporte un communiqué. Moïse Monidela, comment vous trouvez ces propos de la ministre du portefeuille? Ça va dans le bon sens, mais encore une fois, ça c'est encore le discours. Les discours dans ce pays, on en a bu, on en a entendu, on en a écouté. Ah d'accord, que vous ne faites plus confiance au discours? Non, j'attends voir les actions. Des actions, c'est pour ça que je dis que les efforts fournis par l'IGF, lui, c'est resté anéanti par la justice. Encore une fois, c'est la justice. Mais l'UDF, aujourd'hui, il a des présomptions de bien faire. Ça, je peux lui accorder. Nous pouvons lui accorder même l'opinion, mais après tout, après un moment, les gens vont dire, mais c'est de la distraction. Est-ce que vous estimez qu'il est temps pour le président de la République de changer de tête dans l'appareil judiciaire? Non seulement dans l'appareil judiciaire. Pourquoi seulement l'appareil judiciaire? L'État, c'est tout un corps. Lorsque lui, il fait une critique sévère, sans complaisance, pour dire que l'État est mort de sa belle mort, depuis très longtemps, il n'y a plus rien à faire. Il avait même reconnu qu'il y a encore beaucoup à faire. Oui, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Si j'ai des hommes, il faut qu'il y ait des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que quand on a la plupart des mandataires qui doivent encore à Kingakati, quand il y a des gens qui sont trempés depuis le mobutisme dans cette école-là de détournement, c'est ça l'école du mobutisme. C'est servir et non servir. C'est ça le mobutisme que nous avons combattu avec le président actuel.
mais grave, mais la réaction est de voir que ces mêmes personnes-là, on prend les mêmes et on recommence. Et on veut. Est-ce que peut-on dire que ce n'est pas les bons communs? Qu'est-ce qu'on s'attend à quel résultat? Quand on prend les mêmes, on recommence. On s'attend à quel résultat? Il faut des hommes pétrés de valeurs. Ces hommes-là, ils existent. On ne peut pas dire que tous les journalistes sont de... Je suis là, vous m'avez rien demandé. On ne peut pas dire que tous les journalistes, c'est les coupages. Non. On ne peut pas dire que tous les médecins, c'est des médecins qui font n'importe quoi. On peut pas... Non. On ne peut pas aussi dire que tous les mouboutistes ne sont pas... Non, pour les mouboutistes, c'est une exception. Tous les mouboutistes, ils sont trempés. C'est ça l'école du mouboutisme. Et du kabylisme aussi. Du kabylisme, c'était ça. Il faut détourner. Plus que tu détournes, plus tu existes, plus tu deviens fort, plus tu achètes de conscience, plus tu te fais même élire. Tu sais, il y a des mouboutistes, des kabylistes, des grandes personnalités, hein, qui disaient que tu sais que tu n'as pas été élu. Tu sais comment tu as été élu. Donc voilà, quand on disait qu'ici à Lukunga, il y a des gens qui ne méritaient même pas être députés, mais qui sont là, c'est l'argent. Les gens ont acheté, donc on ne veut pas refaire. Mais c'est pour vous dire que la corruption, il y a quelqu'un qui disait la fraude corrompt tout. La fraude, c'est pas Moïse Mondidela qui l'a dit. Donc aujourd'hui, ce sont des fraudeurs. Et qu'est-ce qu'on peut attendre des fraudeurs? On ne peut pas attendre de grandes choses. Donc le président de la République, aujourd'hui, il a tout intérêt de faire un toilettage. Mais pas en cherchant des gens qui viennent de Chine ou des États-Unis. Il y a des Congolais valables qui sont là, qui sont capables de bien cerner les choses et apporter des solutions escomptées pour l'intérêt du peuple. Rendons-nous à présent de la partie est de la République démocratique du Congo. Près d'une semaine après le massacre de près de 50 personnes dans un site de déplacés en territoire des Djougou dans la province de l'Ituri, plusieurs voix se sont levées pour réclamer la démission du gouverneur militaire de province. Pour le professeur Pascal Ndanga, les populations de ces coins du pays devraient s'unir pour ne pas céder à la manipulation. Analysons aussi la responsabilité iturienne dans ces atrocités. C'est au-delà de l'imaginaire. Allez massacrer vos frères et sœurs ituriens, sa défense. Sachons-le une fois pour toutes que le militaire envoyé pour une opération ne démissionne pas comme les autorités civiles. Ils peuvent être relevés par la hiérarchie, se replier stratégiquement et s'assumer pour le sacrifice suprême pour la nation. Ces notables ituriens et cadres scientifiques appellent les groupes armés à adhérer au prochain programme PDDRCS. C'est dans cette perspective que nous leur demandons avec insistance d'approcher le PDDRCS qui demeure la table offerte par le chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Une déclaration soutenue également par les femmes leaders de l'Ituri. Nous dénonçons le traitement inhumain d'appuyer effectivement l'état de siège à moyens humains, logistiques, financiers, matériels pour l'atteinte de l'objectif assigné qui est la paix. Rien que la paix. La zone des Boulets, qui a subi une attaque la semaine dernière, a été renforcée par des éléments des forces de défense et de sécurité et demeure sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Cette courte vidéo montrant les militaires de la garde républicaine en pleine manipulation des parties du corps d'un élément des forces négatives neutralisées a fait les tours des réseaux sociaux. Soucieuse de faire appliquer à la lettre la loi de la République démocratique du Congo, la justice militaire a procédé à l'arrestation de ces 7 militaires auteurs de ces images désobligeantes. Ces derniers ont été accusés et arrêtés pour mutilation des cadavres. Tout en fustigeant ces comportements qui va à l'encontre des règles d'engagement au sein de l'armée, le gouverneur militaire, lieutenant-général Johnny Doumbouya Kachama, a fait savoir que cet acte jette un discrédit sur le professionnalisme des FARDC. Vous êtes parmi les soldats Bitumba. Mais ceux qui vous ont la Bitumba, ils ont un biloko il faut vous respecter. Toyokani. Vous kei na opération. Vous sali opération malamu. Vous zui Nyangarai. Vous zui Lipri. Vous zui na ba village nyoso ezalaki pembeni wana.
bokei bozwi munguna après kozwa munguna neutraliser munguna bino bosali oyo babengi mutilation wana na armée on ne peut pas accepter ça ennemi munguna ta ndenge nini eza oyo tobengaka règle d'engagement et règle de comportement biloko wana mibale il faut boye bango makasi munguna ata soki babomi ye vous devez respecter son corps vous êtes une armée professionnelle en plus une unité d'élite. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Maintenant mis à la disposition de la justice, ces éléments de la garde républicaine devront chacun répondre de son acte devant l'État. Alors que 25 personnes ont perdu la vie dans la capitale de la République démocratique du Congo, plus de 50 personnes ont été massacrées dans la province de l'Ituri. Moïse Mounidela, aujourd'hui des voix s'élèvent dans ce coin de la RDC pour exiger la démission du gouverneur militaire. Est-ce possible? Encore une fois, il y a un problème de l'État, l'autorité de l'État. On a décrété, le président de la République a décrété l'état de siège. C'était pour renforcer l'autorité de l'État. Mais aujourd'hui, on est en droit de se poser la question, est-ce que avant l'état de siège n'est pas égal à l'état de siège? Pourquoi on a instauré l'état de siège? C'est pour résoudre un problème. C'est pour apporter une solution à un problème récurrent de l'insécurité, de la guerre. L'insécurité, c'est peut-être le mot. Des crimes abominables, innommables. Des massacres. Des massacres à répétition, à grande échelle. Et pourquoi pas les génocides? Quelqu'un avait parlé de génocide. Quelqu'un a parlé de génocide. Et tout ça, ça n'aimait personne, ou ça aimait des gens, mais pas à la hauteur de ces crimes. C'est pour ça que je dis, il y a un problème dans notre pays, la banalisation. On banalise. Mais ailleurs, madame, ça devait soulever tout un peuple. Soulever pas contre les institutions établies, mais soulever pour dire que non, trop c'est trop, on doit se prendre en charge comme nous disait Mouzé. Mais alors aujourd'hui, nous sommes là calmement, alors que nos frères, c'est comme si, alors que nous sommes une partie du corps, je disais, c'est comme les 5 doigts de la main. Lorsqu'un doigt se blesse, le corps, c'est le corps entier qui prend de la douleur, qui empathie. Mais aujourd'hui, c'est comme si ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, moi je viens de ces coins, je n'étais pas très loin de là. J'arrive vers, j'étais vers Ouvira et ça crépitait. Donc tout cet espace-là, l'Est, est en déséquilibre depuis très longtemps. Aujourd'hui, plus de 20 ans. Aujourd'hui, ça divise les Congolais. Certaines personnes estiment qu'un gouverneur militaire doit démissionner et d'autres disent la démission, ce sont les civils. Selon vous, qu'est-ce qui doit être fait? Est-ce que c'est la démission ou il doit être révoqué par le président de la République? Votre question est pertinente et elle est même insidieuse. Mais la réponse est simple. Ce qui doit être fait, c'est la paix, qu'on puisse restaurer la paix. C'est ce qui compte. Est-ce que l'état de siège est une réponse pour la gouverneur militaire ou civil, ce n'est pas le plus important. Le plus important aujourd'hui, quand vous demandez à cette maman-là, qui voit son enfant égorgé, et il voit son enfant égorgé, le soir, le matin, c'est où, une nuit, c'est son enfant, et le lendemain, c'est son mari. Quand vous demandez à cette maman-là, qu'est-ce qui compte pour elle? C'est un gouverneur militaire ou un gouverneur civil? Lui, c'est la paix. Pour qu'on n'égorge pas sa soeur, qu'on n'égorge pas sa petite soeur ou l'autre enfant qui lui reste. L'état de siège est une réponse pour la paix? Ça peut être une réponse, mais au jour d'aujourd'hui, il y a lieu de se poser la question. Mais si on ne se pose pas la question, alors nous sommes des moutons de panurge. Si on ne se pose pas la question, nous ne sommes même pas dignes d'être appelés hommes politiques. Par complaisance, je vais dire oui, l'état de siège. Non, l'état de siège, pourquoi faire? Si cet état de siège c'est pour restaurer l'autorité de l'État, pour qu'il y ait la paix, j'applaudis. Mais si tel n'est pas le cas, il faut qu'on cherche les voies et moyens pour que de ces côtés. Et là, ce n'est pas un problème de parti politique. C'est un problème de bon sens. Et on doit réfléchir froidement, calmement, sereinement, pour qu'on trouve une solution. Et la solution peut passer par la démocratisation. La solution peut passer par les autorités qui ont pignon sur rue. La solution peut passer par les autorités que la population se reconnaît à travers eux.
La solution peut passer par la diplomatie, une diplomatie agissante. Une diplomatie agissante. Oui, parce que, est-ce que c'était le cas? Je ne dis pas non, je ne dis pas oui, mais on doit analyser les problèmes dans tous les angles. Et sur le plan interne, parce qu'il y a des ramifications sur le plan externe. Est-ce qu'on a épuisé toutes les voies Est-ce qu'on a épuisé toutes les voies pour qu'on arrive à la paix? C'est la question qu'on doit se poser. Les voies internes. Est-ce qu'il faut encore des conciliambules, des consultations, des concertations? S'il faut, on peut toujours le faire. Il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Nous avons vu dans la ville-province de Kinshasa la garde républicaine qui était en parade. Est-ce que l'armée est appelée aussi à faire des parades? Ça fait parler plusieurs personnes sur les réseaux sociaux. C'est une très bonne chose, le mot que vous avez utilisé, la parade. Moi, je n'aime pas que notre armée puisse être une armée de parade et de façade. Une armée d'opérette, non. J'ai beaucoup de respect pour l'armée parce que l'armée nous sécurise et sécurise nos frontières. La souveraineté de notre pays en dépend de l'autre armée. Donc j'ai beaucoup de respect pour l'armée, mais quelle armée? L'armée au service du peuple, pas l'armée au service d'un pouvoir ou d'une personne. C'est vrai que la garde républicaine, elle est là pour sécuriser le président de la République qui est une institution, mais pour les institutions aussi de la République. Ce qui s'est fait à Ituri peut avoir et à l'est du pays, l'insécurité peut avoir une incidence sur les institutions de la République. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez voir la garde républicaine aussi dans l'est? J'aurais voulu voir cette garde républicaine. Si ce n'est pas cette garde républicaine, une armée comme ça, paradée, même à l'est, et même ce n'est pas paradée qui compte. Et avec les hommes. Parce que ça me rappelle l'armée de Kabila, l'armée de Mobutu, qui était très forte contre nous les opposants. Qui avait tout simplement notre chapelet et nos Bibles et nos Corans, et mais là ils étaient très forts. Il y a même des généraux qu'on appelait forts ici, mais faibles au champ de bataille, qui vendaient même des armes, des généraux, identifiés comme tels. Mais on dit qu'il est fort, mais tu es fort face aux civils, la main nue, qui réclament seulement la démocratie. Alors je n'aimerais pas, c'est ça ma crainte. Mais l'armée doit faire l'exercice physique, l'armée doit avoir l'endurance. Je ne suis pas contre. C'est ce qu'elle a fait hier dans de Kinshasa. Je ne suis pas contre, mais j'ai dit j'aurais voulu cette démonstration de force à l'Est. À l'Est, on a besoin de voir ces gens-là à l'Est. Parce que sinon, ils risquent de confondre, de prendre les opposants ou les gens comme ça, comme quoi nous ne sommes pas des adversaires, nous ne sommes pas des ennemis. Mais il y a des ennemis de la République. Dans l'Est le fait également. Oui, mais ils peuvent venir en appui. Madame, vous n'allez pas me contredire, ne faites pas ces débats-là. C'est une matière très sensible, mais l'armée, je viens de définir le rôle de la garde républicaine. Je sais bien, la garde républicaine, c'est pour protéger le président de la République et les institutions. Et même sa famille, c'est pas élite. Mais les institutions, ce qui se passe à l'Est, peut endiguer les efforts des institutions ici, peut avoir une incidence sur le fonctionnement des institutions ici. Et si la garde républicaine peut venir en rescousse, peut venir en appui à notre armée pour éviter ces massacres. Et ben, si ce n'est pas l'armée et la garde républicaine, on aimerait bien voir l'armée s'est mobilisée à l'Est. Je crois que c'est ce qu'il est en train de faire, mais on attend les résultats. Jusque-là, les résultats tardent, mais nous espérons que ça viendra parce que nous faisons jusqu'au moment où je parle, je fais confiance à notre armée parce qu'on n'a que cette armée-là et on doit la renforcer, la soutenir et je soutiens cette armée pour qu'il puisse y avoir changement à l'Est, que nous allions à une élection libre, transparente et démocratique, inclusif non seulement pour les candidats, mais pour les Congolais et de la diaspora. Oui, de 10 provinces de la RDC. Madame, Messieurs, la publication de la feuille de route de la Commission électorale nationale indépendante n'est pas passée inaperçue au sein de la structure de confession religieuse de la République démocratique du Congo. La conférence épiscopale nationale du Congo s'est dit très affectée et préoccupée par la succession d'attaques perpétrées par la milice de la Codeco et qui ont fait une centaine de morts en l'espace d'une semaine dans les territoires de Djougou à Ituri. Pour ce faire, la CENCO a demandé aux autorités politico-administratives et militaires de s'investir davantage pour établir la paix dans la province de l'Ituri et de poursuivre les auteurs d'atrocités. Elle s'est ainsi exprimée à travers
travers un message de compassion et de solidarité à la population de Djougou, signé ce 9 février par Monseigneur Marcel Outembi, président de la SENCO. Dans les 10 communiqués, la SENCO cite une série d'attaques qui ont endeuillé la population de Djougou, à qui elle présente ses condoléances. Consternée par cette situation, la SENCO demande aux autorités d'agir davantage pour stopper la violence, rétablir la paix et poursuivre les auteurs de ces attaques. Aux miliciens de la Codeco, elle les exhorte d'arrêter de tuer leurs frères. Enfin, la SENCO a également demandé à la population à ne pas céder à la manipulation et à la trahison pour être complice des ennemis de la paix. La publication de la feuille de route de la CENI ne peut passer inaperçue chez les confessions religieuses réunies au sein de la plateforme des confessions religieuses de la RDC. Face à la presse, les 6 confessions religieuses ont fait savoir que ces documents augurent la tenue des élections dans le délai. Soucieux de la paix et du bien-être de la population, les chefs des confessions religieuses saluent cette programmation des activités de la CENI qui augure la tenue des élections dans le délai constitutionnel. À l'analyse de la feuille de route, les chefs des confessions religieuses notent ce qui suit. 1. La CENI accorde une place de choix à la sensibilisation demeurée parents pauvres lors des processus électoraux de 2011 et 2018. 2. Les chefs des confessions religieuses apprécient également l'intérêt que la CENI accorde à la mise en place des cadres de concertation, ce qui dénote sa volonté de conduire un processus électoral transparent, ouvert et accessible à toutes les parties prenantes. Pour le respect de la Constitution, la plateforme des confessions religieuses a formulé quelques recommandations, notamment au président de la République et au Parlement. À la centrale électorale et aux politiques, les 6 confessions religieuses exigent ce qui suit. Au président de la République de s'impliquer personnellement pour garantir la tenue des élections dans le délai. 2. Au Parlement de finaliser les réformes électorales par l'adoption de la loi électorale dès la session de mars 2022. Quant à la CENI, de rendre régulièrement publique l'évaluation de la mise en œuvre de sa feuille de route avec les parties prenantes, aux partis politiques et à la société civile, de mutualiser les efforts dans un plaidoyer pour la mobilisation des ressources et la pacification du pays en vue de la tenue des élections libres, démocratiques et transparentes en 2023. Le vœu de la plateforme des confessions religieuses reste de voir les élections se tenir dans le délai constitutionnel en RDC. La Commission électorale nationale indépendante qui a publié sa feuille de route. Selon les 6 confessions religieuses membres de la plateforme de confessions religieuses, cette feuille de route augure des élections dans les délais. Est-ce que vous approuvez ces propos? Non, le confession religieuse, les 6 confessions religieuses, je ne peux pas me permettre de donner un chèque à blanc. Voir comment nous sommes arrivés à élire, à mettre en place le président de la centrale électorale. Et les restes, non, franchement, ils ne méritent pas avoir toute notre confiance. Mais nous sommes dans la terre des hommes. Bon, ils peuvent être pardonnés, ils peuvent être... Mais je voulais tout simplement dire que ce qu'ils disent, ce n'est pas la parole d'évangile. Et même quand c'est l'évangile ou le Coran, ils ne les respectent pas, de confession religieuse. Parce qu'ils ont une responsabilité. Moi, j'aimerais bien qu'ils fassent pression. Parce que demain, s'il n'y a pas élection, demain, si les choses ne s'organisent pas dans les règles de l'art, ces confessions religieuses-là, ils doivent être comptables. Parce que dans notre pays, il y a toujours l'impunité. Il y a toujours des gens qui se disculpent de leurs responsabilités. Donc, ils disent ça. Bon, c'est encore le chapelet des bonnes actions. On aimerait bien voir une pression intense. On aimerait voir qu'ils puissent encadrer ce qu'ils ont mis là-bas. Parce que c'est eux qui ont mis celui qui est là. Et presque toute son équipe. Donc, on attend. Moi, j'attends parce que les bruits qu'on vient d'attendre, ou les informations qu'on vient de glaner il n'y a pas très longtemps par rapport à la sortie médiatique du président de la CENI, nous restent perplexes, dubitatifs pour l'organisation des élections dans le constitutionnel. Et en tout cas, j'aimerais, et d'ailleurs, je demande au peuple congolais d'être vigilant, de commencer à alerter, parce que trop, c'est trop. Qu'est-ce que vous reprochez dans sa sortie médiatique?
je dis bien que je reste dubitatif. C'est-à-dire je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Mais il a laissé entrevoir comme quoi il y a des exigences de préalable pour organiser des élections, sur le plan financier et tout ça, il n'y a pas l'argent. Alors que le ministre des Finances avait dit qu'il y a l'argent. Lui vient de dire qu'il n'y a pas l'argent. Alors il y a une dichotomie et que moi je n'adore pas dans cette dichotomie où il faut qu'on nous organise des élections pour nous éviter des bruits, des bottes comme on en parlait, parce que moi je suis républicain, je n'aime pas que mon pays puisse plonger dans des genres de bruits, des bottes. Alors à quoi ça servit les combats? Notre combat, c'est pour la démocratie. On n'aime pas être dans d'autres schémas. Le schéma que nous avons choisi, c'est un schéma démocratique, un processus électoral, et il faut qu'on nous organise ça. Parce que ces gens-là, ils risquent de porter une responsabilité, non seulement devant Dieu, parce qu'ils sont de confession religieuse. Je connais certains, je suis musulman, il y a les musulmans qui sont là. Et d'ailleurs, celui qui devait diriger la centrale électorale, ça devait être un musulman. Pourquoi seulement les catholiques, les protestants, tout le monde a dirigé? Alors que l'islam, les musulmans, nous avons des gens, je dis bien, valables. On a accepté, on accepte que ce soit Denis Kadima avec son équipe, mais ces gens-là ne voient pas jouer, continuer à jouer avec le pays. Aujourd'hui, Moïse Monidela, on n'a pas encore fini avec les réformes électorales. Les temps qui restent, les élections sont en 2023. Vous pensiez que c'est suffisant pour qu'on ait des élections en 2023? Encore une fois, s'il y a la volonté, il y a une route. Est-ce qu'il y a la volonté d'organiser des élections en 2023? Mais ils oublient que... Le président a dit tout haut que les élections, la Constitution sera respectée. Je salue. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Quand le président dit ça, le président, c'est une institution. Et lorsqu'il dit ça, c'est lui qui réglemente le bon fonctionnement. Et j'apporte tout mon crédit à ce qu'il dit. Mais je dis, la confiance n'exclut pas les contrôles. Parce qu'on connaît. Je venais de dire qu'on se connaît. Je connais les joueurs et leur jeu, comme disait le Marshall. Je n'aime pas beaucoup paraphraser Mobutu, mais il disait ça. Et moi, je peux le paraphraser pour dire que nous connaissons. Je connais les joueurs et leur jeu. Ça commence toujours comme ça. Il n'y a pas l'argent. Oh, on fait entrevoir. Donc, c'est un ballon d'essai. Non, M. Kadima, vous devez organiser les élections dans les délais. Vous savez que le problème, c'est que dans notre pays, les délais, il y a un délai constitutionnel, on dit 90 jours avant la fin du mandat, on doit déjà convoquer les corps électoraux. Tu vois, c'est la Constitution. C'est la Constitution, c'est constitutionnel. La Constitution, et lorsqu'on s'écarte de la Constitution, les gens peuvent dire, bon, nous sommes dans l'article 64, parce qu'on a pris le pouvoir par la force. Donc, je n'aimerais pas qu'on puisse aller encore dans des débats, et ces débats qui peuvent nous amener encore dans des troubles, dans la division. Non, qu'on organise des élections dans les délais, et que celui qui gagne, il gagne. Nous sommes moi, je ne m'inscris pas dans un schéma autre que le schéma de la démocratie, du processus électoral au bout duquel on aura un président élu et qui fera passation du pouvoir avec le président entrant. Lorsque le bureau de la centrale électorale a été mis en place, nous avons vu notamment Ensemble pour la République de Moïse Katumbi qui est également président de la plateforme Ensemble pour le changement, qui n'était pas d'accord avec le bureau Kadima. Est-ce quelle est aujourd'hui le chance que vous accordez aux élections de 2023, s'il y a élection, dès lors qu'au départ déjà, vous n'êtes pas d'accord avec ces bureaux? C'est pour ça que je ne me suis pas empêché sur votre magnifique plateau d'épingler la mise en place des Kadima. Comment ça s'est fait? Ça ne s'est pas fait dans les règles de l'art. Mais aujourd'hui, vous allez dire, pourquoi, qu'est-ce qu'on va faire? Bon. Non, vous n'irez pas aux élections? Non, 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 on ira aux élections. On ira aux élections, on s'est dit, bon, avançons. Tout en sachant déjà, selon vous, que ça ne sera pas crédible, apaisé? Non, non, nous ne disons pas, nous disons que la manière que les choses ont été manœuvrées, ça ne s'est pas fait dans les règles de l'art. Mais on peut corriger. On peut corriger, on en a vu des choses comme ça dans ce pays. Moi, j'ai foi à la force. Ce que je suis en train de faire, c'est une force, la parole. Le commencement était la parole. Nous sommes en train de mobiliser les gens. Et quand on sentira gué, on mettra les gens dans la rue, parce que lorsqu'un peuple se met debout, il est plus fort qu'une bombe atomique. On a vu en France, on est en train de réguler le pass médical là, les gens sont en train de réguler parce que les gens se mettent debout et la liberté s'arrache. Et nous voulons une élection libre, transparente, démocratique, inclusive, là encore, inclusive. Vous allez parler de Moïse Katumbi. Nous n'aimerions pas une élection où on va dire, on va utiliser la CENI, on va instrumentaliser la CENI,
où on va tribunaliser la Cour constitutionnelle. Nous n'accepterons pas ce genre d'élection. C'est vrai que les réformes sont en cours. Oui. Est-ce que Moïse Mounidela, vous accepterez encore la machine à voter lors des prochaines élections? On verra. Si c'est une machine à voter, pas à voler, à tricher, pourquoi pas? Nous sommes Moïse Mounidela et c'est un homme moderne. C'est un homme qui accepte la modernité. Hier, on n'avait pas de téléphone portable. On n'avait pas de calculatrice. Aujourd'hui, on a des calculatrices, on a des téléphones portables. Mais je pense qu'on ne peut pas refuser la modernité. Donc, mais on sait bien que la volonté pour les machines, là, il y avait une volonté machine. Parce que vous faites allusion aux machines que Kabila nous a amenées avec ces gens qui a coûté les yeux de la tête et ça profitait aux poches des gens que même à la République. Si c'est ce genre de machines-là, nous allons dire non et un non catégorique. Mais si c'est des machines parce que qui peuvent nous permettre d'avoir le résultat fiable, quantifiable, je ne vois pas pourquoi je dirais non à ce genre de machines. Donc le moment venu, on va analyser ce genre de machines parce que nous avons des experts, nous avons des gens capables d'analyser, même si on n'est pas technique, mais nous avons des techniciens pour. Une dernière question avant de prendre un autre dossier. Moïse Mounidela, vous êtes avec Moïse Katumbi qui n'est pas d'accord avec l'actuelle composition de la centrale électorale, alors que l'Union Sacrée est d'accord avec ça. Finalement, quelle est vraiment votre position? La position est claire, l'intérêt du peuple. On privilégie Moïse Katumbi, pour la petite histoire, a toujours privilégié l'intérêt du peuple. Je vous donne donc vous êtes dans l'Union Sacrée, tantôt vous n'êtes pas dans l'Union Sacrée. Nous sommes dans l'Union Sacrée, les jours qu'on va quitter parce l'Union Sacrée. Parce que vous êtes le seul parti politique ou plateforme, la seule plateforme électorale qui n'est pas tout à fait d'accord avec les autres membres de l'Union Sacrée de la Nation. Je m'autoproclame que je suis porte-parole du peuple. Je n'ai pas peur de les dire. Je parle, quand il y a quelque chose, je parle. Lorsqu'il y a ces problèmes des rames, vous trouvez normal qu'une maman vendeuse, qu'on puisse lui rançonner de la manière qu'on fait? Parce qu'on est dans l'Union Sacrée, on doit accepter. Lorsqu'il y a des tueries à Beni Boutembo, on égorge les gens parce qu'on est dans l'Union Sacrée. C'est ça l'Union Sacrée? L'Union Sacrée, ça veut dire l'union de gens qui ne peuvent pas dire tout ce qu'ils pensent tout bas, et qui ne peuvent pas dire la vérité. L'union de menteurs, de tricheurs? Non. Le président Félix, lorsqu'il s'est inspiré de l'Union Sacrée, moi je suis de l'Union Sacrée, ça me rappelle mon enfance. Mon enfance c'est peut-être trop dur, ma carrière politique. On avait, Tshisekedi avait créé une Union Sacrée. Pour moi c'est de bonne foi. J'ai trouvé que l'idée est géniale de mettre les gens ensemble pour débloquer les blocages, parce qu'il y avait blocage. C'est lui-même le président qui nous a parlé du blocage. Et il nous a appelé pour débloquer le blocage, pour l'intérêt du peuple, pour le peuple d'abord. Et on a mal fait? Non, mais maintenant, lorsqu'il y a des choses... de jouer à l'hypocrisie. Non, ce n'est pas l'hypocrisie, au contraire, c'est ça c'est pas l'hypocrisie. D'ailleurs, c'est ça, on nous accuse. Vous êtes avec, mais vous n'êtes pas avec. Non, on doit nous accuser de jouer l'intérêt, le jeu du peuple. Donc, de raconter les aspirations du peuple. C'est ça, donc nous sommes dans l'Union Sacrée. Et quand vous disiez, pour parler de Moïse Katumbi, je voulais juste vous rappeler qu'une anecdote, on était à la Senko, moi j'étais en prison. Lorsqu'il y avait des pourparlers de la Senko, il y a eu des dossiers de Moïse Katumbi sur la table. Ouais, on disait que bon, Moïse Katumbi doit revenir. Sinon, on quitte, on boycotte. Et même le président Tshisekedi était d'accord. Mais Moïse Katumbi, là où il était, il a dit, si c'est pour l'intérêt du peuple, mettez mon dossier de côté. L'intérêt du peuple est plus important que mes propres intérêts. Donc, il faut privilégier l'intérêt supérieur du peuple que mes intérêts. Et Moïse Katumbi a mis de côté son dossier. Il a dit, si je dois rester à l'exil, je peux rester, mais qu'on évolue, qu'on parte aux élections. Il en a déjà fait, donc c'est une illustration qu'il n'avait pas bloqué et nous sommes allés aux élections. Et voilà, donc je peux multiplier des exemples pour montrer qu'il a toujours œuvré pour l'intérêt du peuple. Cela ne veut pas dire qu'il a changé ou il s'est rebiffé. Non, à un moment, même l'Église catholique, qui était, vous connaissez bien la position de l'Église catholique, et la sérieuse Église catholique, je dois le dire, tout en étant musulman, je sais que les catholiques, en tout cas, en ce qui concerne la démocratisation de notre pays, l'Église catholique a été toujours au premier rang. Et nous a beaucoup aidé pour qu'on en arrive là où nous sommes. Et donc, on ne doit pas être des renégats et avoir la mémoire courte pour ignorer ce que l'Église catholique a fait pour la démocratisation de notre pays. La RDC se prépare à aller aux élections dans le respect constitutionnel en 2023. Est-ce que nous devons aller aux élections avec ou sans les provinces sous état de siège? Il faut aller aux élections avec tous les Congolais. La réponse est claire. Vous pouvez me poser cette question 10 000 fois, même si je venais de me réveiller. La réponse est claire. On doit aller même avec ceux qui sont dans la diaspora. Non seulement la diaspora, ce sont des fils
et filles dignes du pays qui sont partis pour des raisons X et Y, mais il ne reste pas moins qui sont congolais. Et ils ont droit à la parole. Et ceux qui sont à l'Est, d'ailleurs, pourquoi pas? Donc on ne peut pas aller aux élections, ça c'est partie. Donc on doit tout faire pour qu'il y ait la paix, pour que ces gens-là votent. Parce qu'à supposer que ces gens-là ne votent pas, c'est ce que je viens de dire. Ils ne vont pas se reconnaître, ça c'est des autorités qui sont là, des gouverneurs de canton, parce qu'ils n'ont pas voté. Donc la légitimité, c'est quelque chose d'important. Si on doit aller avec la diaspora, c'est qu'on doit recenser la population. Non, c'est des opérations différentes. Je ne suis pas technicien, mais je suis quand même un politologue. Je sais que les recensements de la population, ce n'est pas le processus d'identification des électeurs. On peut identifier les électeurs et on peut vérifier la population. Et c'est des choses différentes, parce que sinon, on avait ces débats ici, madame. Il y avait ces débats ici. Même à l'époque de Kabila, au Parlement, on dit non. Kabila voulait nous créer l'ONU, puis il a même créé. On a dit non, nous devons aller aux élections, nous sommes allés aux élections. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire les recensements. Non, il faut faire les recensements parce que même sur le plan du développement, quand on veut planifier des choses... Il ne faut pas lier le recensement aux élections. Il ne faut pas lier les élections et les recensements aux élections parce qu'on risque d'empiéter, on risque les délais, il y a un délai. Et les gens vous dire, ah bon, vous avez fait ça pour retarder, parce qu'on le disait déjà. On les disait, on l'avait dit à l'époque de Kabila. On dit, il ne faut pas lier les deux. Donc aujourd'hui, Kadima ne peut pas nous sortir cette recette-là. Non, c'est une recette qui risque de diviser encore les Congolais. On n'a pas besoin de ça. C'est ce qu'on craignait. Alors on va dire, vous voyez, Kadima, c'est vraiment un instrument. Kadima doit nous montrer qu'il n'est pas un instrument. S'il est instrument, il est instrument au service du peuple, pas pour un camp. Parce que ça risque de plonger le pays dans l'incertitude. Merci, madame, messieurs. Place au dernier dossier de notre rendez-vous de ce dimanche. La présidence de la République tient à informer la population concernant les récents événements ayant conduit à l'interpellation du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Il s'agit d'une affaire relevant de la sûreté de l'État. Une matière de ce genre est de la compétence exclusive de l'Agence nationale des renseignements ANR. Il n'est pas dans les habitudes de ce service de communiquer sur ses activités. Toutefois, dans l'état actuel des choses, on peut affirmer que les enquêteurs disposent d'indices sérieux attestant d'agissements contre la sécurité nationale. Les enquêtes se poursuivent et les investigations s'effectuent à différents niveaux. S'il s'avère nécessaire de communiquer davantage, le gouvernement de la République s'en chargera. En attendant, la présidence de la République invite la population à la vigilance et à éviter de donner du crédit aux spéculations mensongères diffusées par des personnes mal intentionnées dans les médias et sur les réseaux sociaux. Les indices sont suffisamment sérieux et ne peuvent donner matière à d'autres considérations de nature ou de type tribal, clanique ou régional. Le processus démocratique amorcé dans notre pays par la première passation pacifique du pouvoir en janvier 2019 est un acquis sacré à préserver à tout prix. Aucune tentative de déstabilisation de nos institutions démocratiques ne sera tolérée. De ce fait, durant le temps de l'enquête, il est demandé à la population de garder son calme et de vaquer sereinement à ses occupations quotidiennes. La situation est sous contrôle. En sus, l'activisme malveillant de certains caciques de l'ancien régime Kabila, par nostalgie, mijote les actions subversives portant atteinte à la sécurité nationale de la République démocratique du Congo avec le concours des sociétés étrangères occultes. Met en garde les caciques du régime Kabila, particulièrement M. Kikai Bin Karoubi, au regard de son tweet et en leur disant que leur action putschiste, au modèle des pays ouest-africains, ne passera pas en République démocratique du Congo et que par résistance, le peuple se liguera comme un seul homme pour barrer la route
à cette entreprise criminelle. Recommande à la population congolaise tout entière de rester vigilante et mobilisée contre toute tentative d'accession au pouvoir par un coup d'État, voire anticonstitutionnel. Je condamne avec la dernière énergie. Suggère que les investigations et enquêtes sérieuses soient menées pour dénicher les conspirateurs en vue de leur déferlement devant la justice. Exhorte les éléments des FARDC, de la police nationale et des services de sécurité au respect de la loyauté, de la fidélité et de la discipline à l'endroit du commandant suprême des FARDC et des polices nationales, Son Excellence Monsieur Félix Tshisekedi, chef de l'État, invite le chef de l'État à la décabilisation des membres de son cabinet et des membres du gouvernement en vue de mettre hors d'état de nuire les top hommes ou femmes à double loyauté. Félicite chaleureusement son Excellence M. Félix Tshisekedi, président de la République, pour le rayonnement diplomatique du pays sous son leadership panafricaniste et profite pour le réitérer mon soutien inconditionnel dans l'exercice fructueux de son mandat au sommet de l'État. Moïse Monidela, est-ce que le contexte actuel en République démocratique du Congo a besoin d'un coup d'État? Avant de parler du contexte, je vais parler des principes. Allez-y. Sur le plan de principe, on ne peut pas accepter un coup d'État dans un pays dit République démocratique du Congo. Et c'est quoi les coups d'État? Je ne peux pas ici donner une définition livresque. Mais les coups d'État, c'est une interruption brutale, irrégulière des fonctionnements des institutions. C'est une interruption brutale. Et avec des conséquences, ça aura des conséquences. Une interruption de cette sorte, de cette nature, dans notre pays, ça peut avoir des conséquences fâcheuses. Alors à quoi ça servit les combats de Tshisekedi, de Lumumba, mon combat, pour lesquels je suis allé en prison plusieurs fois, à l'époque de Mobutu, j'ai frôlé la mort plusieurs fois. À quoi ça servit si c'est pour retourner dans les méthodes de rétrograde que nous avons dénoncées, de la prise de pouvoir par les armes, par la force. Jusqu'à aujourd'hui, le Congo a une expérience des coups d'État. Des coups d'État de Mobutu. Aujourd'hui, on continue à solder. C'est pour ça que je parle sur le plan des principes. Je ne peux pas accepter, Moïse Monidela ne peut pas accepter. Nous avons avec Moïse Katumbi, au lendemain de la publication de résultats, avec tout ce qu'on avait dit, Félix n'a pas été élu. Aujourd'hui, ce débat-là est dépassé. C'est un débat désuet, un débat, je vais dire, périmé. On ne peut plus revenir. Aujourd'hui, Félix Katumbi et Félix Tshisekedi est président de ce pays. Il préside au destiné du pays, il nous représente. C'est derrière nous. Allons aux élections, qui puissent être battus à la régulière. Selon vous, qui peuvent être derrière ce coup-là? Je ne sais pas. Donc je voulais compléter en disant que nous avons levé l'option de faire l'opposition républicaine. À l'époque, on n'était pas dans l'Union sacrée. Et c'est Moïse Katumbi qui avait d'ailleurs, il a dit dans une déclaration solennelle. Donc nous, moi, Moïse Monidela, je n'engage pas de gens, mais en tout cas, moi, sur le plan des principes, je condamne avec la dernière régie, j'ai dit tous les démocrates doivent se liguer pour dire non. Pas parce qu'on défend Félix, au-delà de Félix, c'est des Congos. Parce qu'on risque de dépasser les Congos, vous savez, avec les convoitises qu'on a aujourd'hui. Encore, ça peut nous amener, peut-être les gens ne calculent pas, c'est pour leurs intérêts. Alors moi, je ne fais pas la politique des ventres pour mon intérêt. J'ai commencé, je viens de vous dire, j'avais l'âge de 19 ans. Dans ces pays, je fais la prison, je suis allé en exil. Et ces combats-là a servi à quoi? C'est comme si tout ce qu'on a fait, et aujourd'hui on arrive encore, on doit encore reprendre les méthodes du passé que nous avons dénoncées, c'est-à-dire notre combat n'a servi à rien, absolument à rien. Donc sur le plan principe, j'ai dit non. Alors quand vous dites qu'ils peuvent être derrière, mais c'est des gens qui ne veulent pas le bonheur de notre peuple. Tout sauf ça, parce que je ne vois pas quelqu'un qui prend le pouvoir par les armes, par la force, il va l'exercer par les armes et par la force. Ça, c'est un principe simple. Je ne connais pas un dictateur. Il y en a. Mais c'est vraiment, il faut les compter au bout des doigts. Comme Jory Lawrence au Libéria et au Ghana. C'est des rares. Alors, il y a des situations où on peut justifier
un coup d'État. C'est pour ça que j'ai dit à Kadima de faire attention. Il ne faut pas qu'il prête le flanc à ceux qui ne veulent pas de la stabilité de notre pays. Mais c'est Kadima et les confessions religieuses. Parce qu'ils vont justifier, voilà, des gens comme ça, de ceux qui ne veulent pas, qui ne sont pas démocrates en fait, qui ont peur de la démocratie. Et ils vont trouver de l'occasion, ils vont surgir, ils vont profiter de cette occasion pour dire voilà. Alors, attention, M. Kadima, il faut qu'il y ait une élection libre, transparente, démocratique, inclusive. Et ceux qui sont derrière, j'ai répondu à votre question, je ne suis pas Madame Soleil, je n'ai pas une boule de glace pour savoir qui est derrière, mais en tout cas, à mon sens, ceux qui sont derrière, c'est ceux qui ne veulent pas de la démocratie, parce que les élections se pointent à l'horizon. Il faut aller dans ce sens-là, dans ce processus-là, coincer Kadima, donc le coincer, il faut qu'il y ait une pression du peuple. Il faut qu'il y ait une pression pour qu'on aille aux élections et que les meilleurs gagnent. Aujourd'hui, quand on écoute les politiciens, la société civile, vraiment les Congolais en général, tout le monde parle de la démocratie. Vous allez expliquer ici que dans un pays démocrate, un pays où on parle de démocratie, on ne peut pas parler des coups d'État. Est-ce que nous pouvons aujourd'hui dire que la démocratie n'est pas bien comprise par tous? Oui, mais la démocratie, c'est un processus cumulatif. Hein. C'est même pas facile. Je dirais, un élève assidu de la grande université de l'Île-de-Pes, où on avait comme professeur Tshisekedi, les Ngalula, les Kibasa Maliba, les Bouankiem, les Kanana Tchongo Aminanga, les Kibasa. On avait des grands professeurs, les Liao Marcel, des grands professeurs, et j'ai retenu que le processus démocratique, c'est un processus cumulatif. Ce n'est pas facile. Mais c'est le moindre mal d'un système politique. Je suis politologue, je connais de quoi je parle là, je parle comme scientifique. Il y a d'autres chemins, il y a d'autres processus, il y a d'autres systèmes. Mais le système démocratique, c'est un système le moindre mal. Parce que les gens se faisaient la guerre. Pour la petite histoire, les gens se faisaient la guerre, les gens ils gouvernaient par la force, et puis ils disent non, il faut qu'il y ait quelqu'un pour nous le partager, c'est le peuple. Et c'est les urnes. Une personne, une voix. Il y a beaucoup de systèmes où on peut démocratique, qu'on peut même le tirage au sort, ça peut être aussi démocratique, les tirages au sort, les sondages d'opinion, c'est des méthodes démocratiques, tout ça, on peut élire aussi par la liste. Il y a plusieurs, c'est pour ça qu'on parle de la loi électorale, mais ce n'est pas seulement les systèmes, la démocratie ne veut pas dire que c'est seulement des systèmes où une personne, une voix, ça peut être, on élit la liste. On peut élire le président au second degré. Il y a beaucoup d'idées pour dire que, mais néanmoins, dans un système démocratique, c'est le moindre mal, c'est ce qu'il faut pour notre pays. Sinon, il y a d'autres chemins qui sont compliqués. Aujourd'hui, je ne crois pas que nous avons intérêt à ce système-là. Nous avons intérêt à ce que le peuple se prononce, le peuple détermine, et la meilleure façon, c'est d'aller aux élections. Et ces élections, nous appelons de tout mauvais, et je crois que nous sommes en train de chuter. C'est un vœu que je formule. Encore une fois, la répétition est la mère des sciences, parce que je crois que le chemin, quand je vois le bribes d'informations que j'ai eu venant de la CENI, ne nous rassure pas aujourd'hui. Et Ndoki, il faut qu'on belle laïe avant que Mongongo et Kauka. Monsieur Kadima, ne faites pas ça, parce que s'il y a quelqu'un qui a intérêt à ce qu'il puisse y avoir des élections aujourd'hui, c'est le président Félix. Parce que nous venons d'un débat qui était houleux, qui a laissé des traces. On a dit qu'il n'a pas été élu. Et il était fragilisé avec ça. Aujourd'hui, que ces débats que moi je considère dépassés, il ne faut pas qu'on nous replonge. Dans l'opposition, l'UDPS crie toujours au respect de la Constitution. La Constitution. Donc on va encore replonger dans le pouvoir illégitime, on va dire la légitimité du pouvoir. Ces termes-là vont revenir et ça aura un sens, ça aura un contenu. Donc Kadima, s'il veut vraiment la paix, il doit organiser les élections dans les délais constitutionnels, mais une élection libre, transparente, démocratique, inclusive. Et quand je parle de l'inclusivité, vous avez bien compris, vous avez d'ailleurs bien complété, et je sens que vous êtes, c'est pas pour vous jeter le chef, vous êtes une journaliste qui maîtrise bien ce sujet. Ce n'est pas seulement l'inclusivité des candidats, même des électeurs. Et des provinces, vous avez ajouté les provinces. Nous devons aller, toutes les provinces doivent être à même de voter. Et tous les Congolais doivent voter, et tous ceux qui veulent être candidats conformément à la Constitution, je dis bien Constitution, pas des lois électorales taillées sur mesure
Parce qu'on peut tailler des lois électorales sur mesure, alors que la Constitution est claire. Vous avez vu quand il y avait un débat d'un autre âge sur la nationalité, la congolité, ou je sais pas... Des pères et des mères. Vous avez vu que les gens disaient toujours que ce n'est pas conforme à la Constitution, parce que la Constitution a déjà réglé ces problèmes. Nous sommes pratiquement vers la fin de ce magazine qui a eu le plaisir de vous recevoir, mais permettez-moi de vous poser quand même cette question en rapport avec les 9e Jeux Olympiques qui étaient prévus en République démocratique du Congo. Les Jeux Olympiques viennent d'être reportés pour l'année 2023. La RDC ne parle pas des contraintes financières, encore moins des contraintes d'organisation, mais elle veut bien faire les choses. Quelle est votre interprétation de cette décision de la RDC qui n'est pas prête pour 2022 et on accorde encore une année à la RDC d'organiser ces Jeux Olympiques? À travers votre question, je vais toucher les codes sensibles des Congolais, la dignité des Congolais. Nous devons être jaloux de notre dignité, de notre valeur intrinsèque. On parlait de l'environnement ici, la valeur du Congo. Le Congo, c'est le pays qui donne la vie au monde entier. Est-ce que nous sommes conscients de cela? Je ne suis pas sûr. Parce qu'à chaque fois que je sors, j'ai l'occasion de sortir, dire merci, je suis allé dans les 4 coins du monde. Lorsqu'on me présente comme Congolais, Zaïrois à l'époque, est-ce que vous savez l'importance de votre pays? Mais ça m'est gêné. Les gens me posaient la question, est-ce que vous savez ce que vous représentez à travers le monde? Ça m'est gêné. Et ça continue à me gêner, que nous ne sommes pas jaloux de voir aujourd'hui. Il y a hier, il n'y a pas très longtemps, c'est le Cameroun qui vient d'organiser la CAN. Alors que le Congo, c'est le grand pays du football. Le Congo est toujours grand. Mais je ne veux pas dire un grand au pied d'argile, c'est pas bon. Le Congo est grand, mais on n'a jamais organisé même le CHAN, même la CAF, donc la CAN, non. Alors que nous avons eu des occasions comme ça de le faire. Aujourd'hui, on nous donne la possibilité d'organiser le Jeux de la francophonie, encore incapable. Il y a un problème de dignité. Je crois que, en dépit de tout, en dehors de toute autre considération, nous devons être jaloux de notre dignité, de ce qu'on représente à travers. Et dès qu'on est conscient de ça, il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre de faire. Parce que là, c'est une occasion que le monde entier vient de s'en apercevoir, que nous sommes incapables. On nous taxe toujours que nous sommes incapables. Vous pensez que la RDC est incapable, mais la francophonie donne encore une autre opportunité à la RDC en 2023. C'est diplomatique. Mais il y a des pays qui sont prêts à accueillir, notamment le Cameroun, l'Égypte. Mais pourquoi ils tiennent toujours la RDC? Parce que c'est le plus grand pays francophone du monde. Mais ici, je n'ai pas répondu du tic au tac à votre... Je voulais toucher, je voulais toucher les cordes sensibles des Congolais, que nous avons une dignité. Et la dignité, ça ne s'achète pas. Et la dignité, quand vous avez tout perdu, vous ne perdez pas la dignité. Comment on arrive à perdre notre dignité? Parce que là, on donne l'occasion au monde entier de dire que nous sommes incapables. Tous les mal qu'on parle, qu'on dit de nous, c'est pas qu'on dit de nous, c'est parce que nous, c'est faux, on est en train de mentir, on est en train de nous vilipender comme ça gratuitement. Non, il y a des choses qui nous collent sur la peau. Et avec l'avènement du président Félix, c'était une occasion de réparer ça. L'image du pays a pris un coup depuis un certain moment. Quand vous parlez d'un Congolais, on dit c'est quelqu'un qui est un riche, un enfant d'un riche qui est assis sur une poubelle et en train de quémander. S'il est dans une poubelle, et il est en train de quémander à manger alors qu'il a tout. Ou quelqu'un qui est assis sur un diamant et il manque de quoi manger. C'est ça l'image. Donc les gens insensés, inconscients, des gens qui ne maîtrisent pas des choses, qui ne font pas les choses dans les règles de l'art, c'est toujours les rétrocommissions, la fraude, la corruption. C'est ce qui nous colle sur la peau. Le changement est un processus. Les changements ont été posés, mais il faut qu'il y ait déjà un moment. Moi, j'en appelle à l'autorité du président de la République de corriger ça, parce que on sent que les personnes, déjà on a ici la presse, vous de la presse ici, qu'est-ce que vous ne nous avez pas dit? Des personnes et même des détournements. Mais si aujourd'hui la francophonie, l'autorité de la francophonie essaie de retirer ou d'y faire cela, c'est au regard de résultats. Et ça a commencé, il y avait déjà la clameur publique ici à l'interne. On savait, je vous viens de vous dire qu'on se connaît, non? On se connaît, on connaît qui est qui. Alors, s'il est temps de redorer l'image de notre pays, ça ne va pas dans le sens de redorer l'image de notre pays. Le Congo, c'est un grand pays, un pays qui mérite l'honneur.
Et nous devons avoir le sens de l'honneur. C'est complètement fini. Est-ce que vous avez oublié de dire quelque chose à la population? Non, en tant que porte-parole, à chaque fois qu'il y aura un problème du peuple, je ne demanderai pas l'autorisation à qui que ce soit. Et j'attends les récriminations du peuple, les décisions. Je suis là, je suis ouvert pour parler du peuple. Parce que je ne parle pas du peuple. Je vais parler de quoi? Je n'aimerais pas parler de dernier album de Kofi ou de Ferré. C'est le peuple. Oui, non, je pense que les peuples, il y a des priorités. C'est vrai, la musique berce de mers, mais il y a des priorités. Quand quelqu'un ne mange pas, quand quelqu'un n'a pas le moyen pour soigner ses enfants, pour amener ses enfants à l'école, non, il y a des priorités dans la vie, la priorité, et il y a des priorités, Et moi, j'aime bien commencer par ma télé, aux priorités de priorité, c'est le peuple. C'est le peuple d'abord. Merci beaucoup, madame, messieurs. Notre invité, c'était Moïse Monidela. Il est président du parti CONADE, conservateur de la nature et démocrate, mais également secrétaire général adjoint du parti Ensemble pour le changement. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Avec le plaisir de vous retrouver prochainement. C'est moi. Merci à vous, madame, messieurs, de votre fidélité à votre magazine Info 7. Je l'ai toujours dit, Info 7, un magazine de Congo Web Télévision. Info 7, votre magazine. Info 7, notre magazine. Restez toujours fidèles sur la meilleure de chaînes Congo Web Télévision. Haute définition. Au revoir.